سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. S'il vous plaît. Je dois vous dire que beaucoup plus qu'être surpris par le message d'introduction, dont je ne peux ne pas être d'accord avec la substance, mais dont je pense qu'on doit le respect à la forme. Et si j'ai magnifié... Non. Alors attendez, on va se mettre d'accord tout de suite. On va se mettre d'accord tout de suite. J'ai une petite fatwa personnelle. Et la fatwa personnelle, c'est que pendant les 45 minutes de mon propos, j'aimerais que vous n'applaudissiez jamais. Donc en l'occurrence, s'il vous plaît, on va simplement s'écouter. Vous n'applaudissez pas. Si ça vous plaît, ben, vous le gardez. Si ça vous plaît pas, vous le gardez quand même. Et puis on essaye de s'écouter. Mais je connaissais les divergences de vues que nous avons avec le professeur Mohamed Talbi. Je ne m'attendais pas à ce que l'introduction soit de ce type, parce que le sujet c'était le livre, et que là on n'a pas touché au livre. Mais encore une fois, la substance pour moi, je l'entends, je l'écoute, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ma pensée a été traduite, mais ce qui me choque le plus, c'est quand même l'attitude de la salle. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, encore une fois, par respect pour celui qui vient parler, et même si moi, à des moments donnés, on est venu me dire que même par ma gestuelle, je pouvais donner l'impression que je ne respectais pas. Non, je n'étais pas d'accord avec la substance, mais je reste quand même respectueux de ce que la personne a à dire. Et donc, quand on fait venir un penseur de votre pays, avec lequel vous pouvez ne pas être d'accord, mais qui a des choses à dire, le respect, c'est de l'écouter, puis ensuite, après, on débat. Donc, je vais avoir de la peine à me faire comprendre sur les applaudissements, mais enfin bref. Maintenant, sur ce que vous avez dit, j'y reviendrai, mais je vais me concentrer surtout sur le propos de la journée et du livre et de ma visite ici. D'abord, simplement par commencer, vraiment par vous remercier encore une fois de cette présence, remercier les organisatrices et les organisateurs, au premier rang desquels, bien entendu, la librairie et le Kitab, et puis de vous dire que ça fait longtemps que j'espérais pouvoir revenir en Tunisie, pouvoir revenir échanger, revoir ce qui se passe dans ce pays, et puis aussitôt, avant même de commencer mon propos, de vous dire quelle est vraiment votre responsabilité. Le but d'aujourd'hui, c'est pas forcément de venir écouter un propos de quelques minutes, puis après de partir, c'est peut-être d'échanger, mais aussi pour moi, dans le cadre de cette visite, de partager avec vous le sens de ce que je considère comme votre responsabilité historique. Quand je vois la salle, vous êtes très jeunes en majorité, et donc en l'occurrence, c'est vraiment de porter un projet. Vous ne vous êtes pas débarrassé d'une dictature pour simplement être passif et attendre que ça se passe. Aujourd'hui, on ne peut pas être assis et jeter le reproche et le blâme à tous ceux qui sont aux affaires et qui ne font pas ce qu'on aimerait qu'ils fassent. C'est aujourd'hui aussi de se rendre compte qu'en tant que femme, qu'en tant qu'homme, qu'en tant que citoyenne et citoyen, il y a des responsabilités majeures et qu'il faut s'y engager, et ça va demander beaucoup de travail. La route est très longue encore pour parvenir aux voies de la démocratisation, de la transparence et de l'équilibre dans la société. Ce que j'aimerais dire par rapport à l'introduction, encore une fois, je suis toujours surpris qu'on prenne une thèse de doctorat qui parle de la pensée des autres comme étant la traduction de ma pensée à moi. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé vers la première thèse de doctorat sur Nietzsche et que vous citiez ce que dit Nietzsche en me le proposant comme étant ma pensée? Pourquoi faut-il que vous ayez choisi une thèse en disant tout ce qui est dans cette thèse est votre pensée? Non, j'analyse la pensée d'autrui, mais ce n'est pas forcément ce que je pense. Et si vous voulez penser à ma place ce que je pense parce que tel est mon sujet d'étude, eh bien, c'est une pensée par médiation qui n'est pas légitime.
À partir d'un certain moment, pour savoir ce que je pense, il faut lire ce que j'essaye de traduire, et vous vous rendriez compte que sur le concept de charia, qui est un concept de référence, pour moi il n'y a pas de doute là-dessus, mais le mot ne dit rien si vous n'allez pas chercher la définition que j'en donne dans au moins 4 ouvrages, où je travaille le concept, où je donne une dimension de ce que c'est que la voie de la fidélité, qui n'est absolument pas la lecture littéraliste et de l'application sans réflexion, de la référence à l'ijtihad comme mode de pensée fidèle au principe premier, mais dans l'expérience historique et de l'application dans le temps. Si vous alliez un peu plus loin que simplement le fait de dire dès que le mot charia apparaît, ça veut dire que vous êtes un littéraliste, salafiste, wahhabiste, ben on ne va pas s'en sortir. Le début du débat intellectuel, c'est donnez-moi la définition des mots. Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot que vous employez? Et vous allez vous apercevoir que tous les savants, dès le début, eh bien, utilisent le mot charia avec des connotations, des définitions et des perspectives qui sont différentes. Le mot ne dit rien si vous n'avez pas pris le temps d'en considérer la définition. Et donc, je suis un tout petit peu surpris que vous m'ayez réduit en répétant pas moins de 15 fois le seul fait que je fasse référence à la charia. Je vous donne un exemple qui a beaucoup surpris un certain nombre de mes interlocuteurs, et musulmans et de confession non musulmane, d'autres traditions. Je dis par exemple que quand je suis en Occident, moi j'ai fait passer ma vie en Occident, j'ai écrit des livres qui sont sur les fondements de la tradition musulmane, sur le plan du droit, el-fiqh, usul el-fiqh, et puis la dimension de la sira et les sciences islamiques, ça c'est des livres. Et puis il y a des livres qui sont sur les sociétés majoritairement musulmanes, comme le dernier, puis il y a toute une série de livres qui sont sur l'Occident et l'expérience occidentale. Et je dis, contrairement à ce que disent tous ceux qui ont une pensée de la laïcité qui est aussi intégriste que ceux qu'ils rejettent sur le plan de la religion. Vous avez des laïcs qui sont intégristes, ils ont transformé la laïcité en une nouvelle religion d'État, où il y a des absolus qu'on ne touche pas. Ça existe, ça. Ceux qui transforment la laïcité en une idéologie qui est proche de la religion, et puis il y a on avait hier Jean Bobéro qui dispute avec eux en France, et puis à ceux-ci, il y a cette idée que dès que l'on fait référence à une source qui serait propre à la religion chrétienne, juive ou musulmane ou bouddhiste, eh bien, on ne se rencontre pas. Or, si vous comprenez l'essence même de ce que c'est que la charia en islam, qu'est-ce qu'elle vous dit du point de vue de la loi? Elle vous dit qu'un homme, riche ou pauvre, noir ou blanc, doit être traité égalitairement par rapport à la loi. Alors quand je suis en Grande-Bretagne, quand je suis en Suisse ou en France, et que dans la loi de ce pays-là, on me traite égalitairement, théoriquement, comme tous les autres citoyens, eh bien ce que je dis, c'est que ceci, c'est ma charia. Je ne l'oppose pas, je dis c'est ma charia. Le traitement égalitaire des hommes et des femmes devant la loi, c'est ma charia. Alors vous voyez bien que le concept de charia ne m'exclut pas, mais il me fait rencontrer des horizons universels différents. Si déjà vous aviez pris ça comme exemple, et non pas ce que vous pensez que je pense par la pensée d'autrui, eh bien nous aurions pu aller plus loin dans la discussion. Le chapitre pour moi est clos, et ce n'était pas vraiment ce dont je voulais parler aujourd'hui. Ce dont je veux parler, c'est un tout petit peu la substance de ce dernier ouvrage, et puis de mettre en évidence, pour le temps qui m'est imparti, un certain nombre de réflexions que j'aimerais partager avec vous. Dans le but, non pas simplement de traduire une pensée, mais de soulever un certain nombre de questions, et que ces questions soient également des responsabilisations spécifiques, au bout du compte, la responsabilisation de chaque citoyenne et de chaque citoyen ici en Tunisie, dans la collaboration que nous pouvons avoir au-delà des deux rives de la Méditerranée. Première des choses, c'est que quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet, je me suis arrêté à la terminologie. Et c'est vrai que très très tôt, il y a deux termes que j'ai toujours refusés. Parce qu'à l'heure où je vous parle encore, les choses ne sont pas achevées et que je ne parle pas, je n'ai jamais parlé pour tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient et en Afrique du Nord, je n'ai pas parlé de révolution. J'ai parlé de soulèvement et de révolution à achever encore, parce qu'il ne suffit pas de faire tomber la tête d'un régime pour transformer le régime d'une société.
et que certains encore, le pays le plus avancé, c'est pour ça que je vous dis que vous avez une responsabilité historique, le pays le plus avancé sur l'expérience historique courte aujourd'hui dans l'évolution et la stabilisation, c'est la Tunisie, à l'exception de tous les autres. Et je disais même qu'il se pourrait qu'à terme on se rende compte que la Tunisie puisse être l'arbre qui cache, l'arbre du succès qui cache la forêt de tous les échecs d'autres sociétés. Si vous observez aujourd'hui l'Égypte, nous sommes loin d'une révolution. Et vous savez, on peut être dans une révolution qui est inachevée ou une révolution qui a échoué. À l'heure où je vous parle, l'armée tient les rênes du pouvoir. Le Yémen, nous n'avons pas encore réussi la passation. La Syrie, et nous avons une pensée partagée et humaine et fraternelle pour les femmes, les hommes et les enfants qui sont tués dans ce pays tous les jours, avec lesquels il faut, si on ne peut pas l'être par la parole dans la justice, au moins l'être par le cœur dans le respect de la dignité des citoyens de ce pays, eh bien, la Syrie, le Yémen, la Libye, nous sommes à deux doigts d'une guerre civile, puisque vous savez que des milices refusent de rendre les armes et que derrière tout ceci, on a une mainmise sur tout l'appareil économique du pays. Donc nous ne sommes pas du tout, dites-moi, un pays où on a l'impression d'avoir véritablement passé de l'autre côté du processus. La Tunisie, même vous, à l'intérieur, ce que j'ai rencontré depuis que je suis venu, c'est des espérances, des optimismes et beaucoup de doutes. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui va se passer? L'émergence de certains courants, des littéralistes, des salafis qui sont présents, des silences, de la violence, des situations où on a l'impression que ça ne va pas assez vite, où on manifeste parce qu'on aimerait que les choses changent et que l'on sait qu'il faudra du temps, mais en même temps, il ne faut pas confondre le fait qu'il faille du temps avec le fait qu'on ne fasse rien pour changer les choses. Donc on est dans une situation où les gens se posent beaucoup de questions sur l'évolution de la situation. Vous, au premier chef. Et donc ici, ce qui me paraît déterminant, c'est qu'il faut faire attention aux mots. Donc je n'utilise pas si facilement le mot de révolution. L'autre mot que je n'utilise pas, c'est le mot de printemps. Parce que le printemps, ça a un sens. Le printemps arabe. Et c'était cette idée qui est vraie en termes de peuple. Le mouvement tunisien a donné beaucoup de courage au peuple égyptien, au peuple yéménite. Les Yéménites n'auraient pas eu ce courage de dire « si vous venez avec les armes, nous descendrons sans les armes dans la rue » s'il n'y avait pas eu le précédent tunisien. C'est vrai ça. Et ça, il faut saluer ce dont vous avez eu le courage et qui a ouvert. Donc il y a eu un vrai mouvement populaire qui a été déterminé par votre courage ici en Tunisie. Cela étant, quand on fait un pas en arrière, reconnaître qu'un mouvement a fait émerger d'autres mouvements ne permet pas simplement de dire « ah ben il y a eu l'effet domino, puis c'est un printemps arabe ». Aujourd'hui, je fais un pas en arrière, et ce qu'on nous a présenté comme un effet domino, je le conçois beaucoup plus comme un jeu d'échecs. Qu'il faut regarder pays par pays, savoir pourquoi dans certains pays on a poussé, pourquoi dans certains pays on retient, pourquoi on a aidé les Égyptiens de cette façon-là, pourquoi il n'y a pas eu d'aide aux Syriens pendant longtemps, pourquoi on est intervenu en Libye. Après, les choses deviennent complexes. Et on finit par éviter d'être bêtement optimiste pour être prudemment raisonnable. Et que ce qui est important aujourd'hui, c'est de véritablement essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est ce que j'essayais de faire dans le livre, en commençant par la discussion sur la terminologie, c'était le premier chapitre, la première partie. La deuxième partie, c'était plutôt de poser les termes du débat, ce que l'on sait aujourd'hui en termes factuels, et puis ensuite essayer de déterminer quels sont les défis contemporains et puis les quelques propositions qu'on peut faire pour aller de l'avant. Voilà les 4 parties du livre. Donc, ce qu'on n'a pas compris chez certains de mes lecteurs et de mes interlocuteurs, et en l'occurrence parce que certaines vidéos ont été écourtées, traduites en arabe et puis enlevées de leur substance dans la deuxième partie, c'est que les questions, les faits que j'ai apportés, et qui sont des faits qui sont avérés, et les questions que je posais ont donné l'impression à certains que je ne reconnaissais pas la force populaire et que j'émettais des doutes quant au fait que les Tunisiens s'étaient libérés par eux-mêmes. Ce que je n'ai jamais fait.
Le courage du peuple tunisien, le courage du peuple égyptien, le courage à l'heure actuelle du peuple syrien, comme ce fut le cas également au Yémen, comme ce fut le cas et c'est encore le cas au Bahreïn, tout ceci pour moi, ce sont des choses qui sont indiscutables, la reconnaissance de ce courage des peuples. Maintenant, la reconnaissance du courage des peuples s'accompagne d'une véritable lecture des faits. Or, les lectures des faits, elles sont tenaces. On s'aperçoit aujourd'hui que nous sommes dans une tentative de transformation des régimes qui n'est pas forcément simplement voulue à Tunis, qui n'est pas simplement voulue au Caire, c'est-à-dire que votre souhait de voir tomber les dictatures n'est pas simplement voulu par vous. Il y a une véritable volonté au niveau international de voir bouger le monde arabe, mais pas forcément pour les mêmes raisons que vous. Pas pour plus de démocratie, pas pour plus de liberté, pas pour plus de dignité, pour un autre type de contrôle économique et stratégique. Et donc de ce point de vue-là, il faut être lucide, il faut se dire, nous voulons la liberté et c'est la lucidité que nous aurons sur les enjeux qui nous permettront d'aller vers plus de liberté. Mais de penser qu'il suffit de faire tomber Ben Ali, de se faire applaudir à Paris, saluer à Washington et de penser que Washington et Paris, qui ont soutenu pendant 30 ans les dictateurs, maintenant vont soutenir votre démocratie, c'est dangereux d'être aussi naïf. C'est dangereux de penser que c'est ce qu'ils veulent. Votre démocratie n'est intéressante que si elle a un intérêt économique effectif. Donc il faut, de ce point de vue-là, c'est ce que je mets en évidence, avoir une lucidité politique, une lucidité économique, et arrêter de penser qu'à Washington, à Paris, ou à Pékin, ou à Moscou, on ne pense qu'uniquement qu'en termes politiques. Entre les dictateurs, on se moque de la démocratie si la dictature rapporte. On se moque même de l'islamisme si l'islamisme rapporte. Et le meilleur exemple, c'est que vous avez à la tête de pétromonarchie des gens qui vous disent « il n'y a pas de démocratie en islam ». Et ça fait des années qu'ils sont soutenus. Et donc cet islamisme-là, parce que c'est de l'islamisme politique, quelqu'un qui vous dit « il n'y a pas d'élection en islam » et qu'on est ici élu par personne, si ce n'est par le fait d'être de la famille royale jusqu'à notre mort, et après notre mort, ce sont nos enfants, eh bien, ces régimes-là ne se voient absolument pas critiqués, ils se voient même protégés. Il faut quand même savoir que quand a commencé le soulèvement populaire au Bahreïn, l'Arabie saoudite, puis le Qatar, puis derrière eux, les États-Unis ont étouffé. Et le soulèvement et la mort des... Donc il faut... Après, on prend pas en arrière et puis on arrête de dire... Un propos de lucidité n'est pas un propos qui enlève l'énergie populaire, mais qui réveille la conscience avec l'énergie. Il faut de l'énergie, mais il faut un peu de conscience politique. Et donc, ce que je mets en évidence dans la première partie, ce sont des faits très troublants. C'est qu'en fait, on ne peut pas diriger l'énergie d'un peuple, mais on peut donner les moyens à certains d'éveiller cette énergie. Et là, les formations qui ont été données, aujourd'hui, on a les noms de 22 cyberdissidents tunisiens qui ont été formés. On a les noms de 88 cyberdissidents égyptiens qui ont été formés. Qu'à partir de 2003, aux États-Unis, on parle de transformation de régime au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. On en parle depuis 2003. Qu'on parle effectivement du fait qu'il va falloir composer avec les dissidents. Qu'en l'occurrence, très très étonnamment, 2010, 22, 23 et 24 septembre, est organisé à Budapest, financé par Google, avec le soutien d'institutions comme le Freedom House et d'autres institutions américaines, une grande réunion du network de tous les cyberdissidents du Moyen-Orient. Nous sommes avant. En 2008, l'ambassadeur, qui est une femme des États-Unis en Égypte, annonce qu'avant septembre 2011, il y a des mouvements de jeunes qui veulent renverser le régime. Tout ça, ce sont des faits. Et en l'occurrence, ce que je dis, c'est qu'il faut connaître ces faits, non pas pour dire que les États-Unis contrôlent tout, parce qu'ils peuvent initier un mouvement, mais c'est là où l'énergie populaire doit se libérer en connaissant cela, en connaissant que certains veulent diriger les soulèvements populaires vers quelque chose de particulier. Et comment se fait-il que les États-Unis ou la France ou d'autres pays européens qui étaient les alliés directs des dictateurs veulent maintenant changer? Ça n'est pas simplement des considérations politiques. Vous avez de nouveaux acteurs dans la région.
La Chine a multiplié par 7 en l'espace de 8 ans son impact économique et sa relation économique avec le Moyen-Orient. Vous avez de nouvelles données et aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe avec la présence chinoise, la présence indienne, la présence de la nouvelle Russie aujourd'hui, de la Turquie, de l'Afrique du Sud, sans comprendre qu'il y a des enjeux qui dépassent simplement « on soutient une dictature et ça nous suffit ». Il faut voir le temps long. On savait le régime de Ben Ali, par lui-même malade et à l'intérieur extrêmement corrompu. On savait que Moubarak et son fils, vous savez, son fils qui détenait 60% des grandes entreprises égyptiennes, qui était un mafieux, eh bien, il commençait à se diriger vers la Chine. Eh bien, ceci, il faut l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre donnée. C'est qu'au Moyen-Orient, il y a un enjeu dont on ne parle pas beaucoup, mais il faut comprendre une chose. C'est que en même temps qu'il faut regarder les données politiques, il faut regarder les données économiques et les données géostratégiques. La présence chinoise, russe, dans la région, avec l'Inde, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, écoutez bien, tous les pays que j'ai cités, tous sans exception, n'ont pas du tout la même position stratégique dans le conflit israélo-palestinien. Ils ne l'ont pas. Ils ne sont absolument pas unilatéralement pour Israël. En 2005, le gouvernement chinois reçoit un élu du Hamas à Pékin et quand il est critiqué par les Américains, ils leur disent « c'est un élu du peuple ». Donc on reconnaît cette élection. Ils veulent dire par là « nous ne sommes pas sous la même autorité du lobby sioniste que vous avez ». Et c'est la même chose pour... Vous vous souvenez de Mandela, qui est maintenant devenu une figure mondiale. Mandela a dit, si n'importe quel élu du Hamas veut me voir, au moment où ils étaient dans l'opposition, au moment où ils se présentaient en minorité, il disait, et lui était le président, je le recevrai, car ils sont légitimes à discuter avec moi. L'Afrique du Sud, la Turquie, le Brésil, ils n'ont pas... C'est plus du tout la même chose. On est dans un déplacement vers l'est de la réalité stratégique au Moyen-Orient. Si vous ne comprenez pas ça, et que vous pensez que c'est venu comme ça, des peuples comme ça, d'un coup comme ça, et puis tout le monde aime la démocratie tout à coup, eh bien vous êtes dangereux. Vous êtes des Tunisiens dangereux. Parce que vous ne comprenez pas la difficulté de ces enjeux-là. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est que vous gardiez la même énergie, la même espérance avec la lucidité de ces enjeux-là. De se rendre compte qu'il y a de nouveaux acteurs aujourd'hui et qu'il va falloir en tenir compte. Et c'est votre responsabilité de ce point de vue-là qui est première. Donc c'est ce que j'essaye de mettre en évidence, les connus et les inconnus, sans diminuer la force des peuples. En reconnaissant une chose, par exemple, le fait que tout n'est pas sous contrôle, on l'a aujourd'hui, souvenez-vous, quand le peuple syrien commence à descendre dans la rue, personne ne pense à ce moment-là à faire tomber Bachar el-Assad. Le président américain, comme le président français, qu'est-ce qu'il demande? Une réforme de l'intérieur. C'est après qu'ils ont changé et qu'ils ont été chercher, voir dans l'opposition avec qui ils pouvaient négocier. Ils ont changé de stratégie après 8 mois. Et maintenant, étonnamment, ils sont pour une intervention armée. Maintenant, parce que maintenant, ils ont assuré les arrières de l'opposition. Maintenant, ils peuvent... Mais au début, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Et une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que quand le gouvernement de Moubarak arrête tout sur Google et arrête toutes les connexions Internet, qui donne aux dissidents égyptiens une connexion satellitaire? Google, dont René, pas celui qui est venu ici, l'autre qui était le directeur de Google au Moyen-Orient, était impliqué dans le soulèvement égyptien. Ils ont reçu les codes satellitaires pour éviter. On a un cyberdissident syrien qui dit « Pourquoi quand nous on a demandé les codes, vous ne nous les avez pas donnés? Pourquoi Google a donné aux Égyptiens et n'a pas donné aux Syriens au départ ?» Par hasard, ce Google qui organisait la rencontre des cyberdissidents à Budapest quelques mois auparavant. Ça vous fait quand même, vous dites « Mais attendez, les grandes entreprises qui aujourd'hui reprochent au gouvernement leur soutien aux dictatures parce que les marchés arabes ne sont pas aujourd'hui suffisamment ouverts au nouveau capitalisme qui a besoin de marché. Le monde arabe, c'est 450 millions de potentialités aujourd'hui sur le plan économique. C'est ça aussi dont il faut se rendre compte. Donc moi, ce que j'essaie de mettre en évidence ici,
c'est qu'on ait cette vision-là un tout petit peu plus complexe et que l'on comprenne une chose, c'est le deuxième point, que du point de vue de ces révolutions, qui ne sont pas des révolutions, donc de ces soulèvements, eh bien on avait un formidable leadership contre. On savait ce qu'on ne voulait pas. Ben Ali, son régime, et ça a été d'ailleurs très très ciblé. On sait que les cyberdissidents qui sont formés sont tout à fait formés à la conscience des slogans. Vous savez, la main fermée, ne pas attaquer l'Occident, attaquer que le régime, la mobilité, tout ça, ce sont des théories qui sont écrites. Je les cite dans le livre, je mets en évidence d'où ça vient. C'est une méthode. Une méthode. On ne critique pas Paris, on ne critique pas Washington, on ne critique que le régime, que lui et son régime. On n'a que des messages positifs au-delà des appartenances idéologiques. Ce qui fait dire qu'au départ, effectivement, dans le soulèvement, on n'a pas vraiment de leadership idéologique. C'est ni complètement des laïcs, c'est pas des islamistes. C'est pas eux qui étaient les leaders du mouvement au départ. Les leaders du mouvement au départ, c'est la conscience populaire contre le régime. Et c'est ça qui a été la force du mouvement et en même temps sa faiblesse. C'est-à-dire, à un moment donné, on sait contre quoi on est, mais pourquoi, que veut-on exactement, était la vraie question. C'est la question à laquelle vous avez maintenant à répondre. Qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui, au-delà du processus de soulèvement? Et ça, c'est une question qui ensuite se sont greffées les appartenances idéologiques, l'apparition des mouvements islamistes comme potentialité d'alternatives politiques et ce qui s'est passé aujourd'hui en Égypte par exemple, mais surtout ici dans votre pays. Donc cette différence entre les deux, entre ce moment d'avant les soulèvements et les élections et après les élections et aujourd'hui le choix, on est aujourd'hui dans cette tension. Il est facile de mobiliser contre, beaucoup plus difficile de construire pour un vrai projet. Et ça, aujourd'hui, on est en face de cette tension. Le troisième point, il est celui dont on a parlé hier et qui est un des vrais défis. Ce vrai défi, il est celui dont aujourd'hui on fait le compte. En Tunisie, comme en Égypte, contrairement à ce qui avait été dit par un certain nombre de sociologues, par un certain nombre d'acteurs, ils nous disaient « l'islam politique est mort ». L'islam politique a disparu. Souvenez-vous, au début des années 90, Olivier Roy, suivi par Gilles Kepel, un certain nombre de sociologues, disaient « c'est terminé ». Vous en aviez d'autres qui disaient « non, 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 non ». Derrière la dictature se cachent encore des forces de l'islam politique. Et l'islam politique, aujourd'hui, est réapparu dans ces deux pays. Il réapparaît aujourd'hui en Syrie, il réapparaît en Libye, il réapparaît au Yémen, derrière la dictature. Et on s'aperçoit une chose qui est vraie d'un point de vue populaire, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui nier que ces mouvements-là ont une crédibilité et une légitimité historique dans le fait qu'ils ont été torturés et ils ont été mis à mal par les dictatures. Donc, raison pour laquelle le peuple tunisien, à un moment donné, les voit réapparaître et leur donne le crédit de l'opposition. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut retenir, ça existe. N'importe quel démocrate en Tunisie, vous pouvez ne pas être d'accord avec le mouvement islamiste, mais vous ne pouvez pas nier qu'il a une légitimité dans l'histoire récente de la Tunisie. Vous ne pouvez pas. N'importe quelle personne qui le nie est une personne qui contrevient au principe premier de ce qu'est la démocratie, reconnaître les forces qui constituent la pensée politique d'un pays. C'est le départ de l'attitude. Après, encore une fois, reconnaître ce principe-là ne veut pas être d'accord avec la pensée de celui qu'on va pouvoir combattre politiquement. Et de la même façon, on ne peut pas nier que dans la tradition récente, en Égypte, comme en Tunisie, comme en Libye, comme dans tous les pays arabes, vous avez un mouvement qui s'est présenté comme laïque, comme sécularisé, voire parfois comme athée ou comme communiste, qui était contre le régime de la même façon et qui a payé le prix aussi de la torture. Et qu'on doit reconnaître cette légitimité-là. Il y a eu dans les deux camps, souvent dans les camps par définition idéologique, souvent dans le camp laïque, on a eu des gens qui parfois ont soutenu le dictateur. Il y a même des gens qui sont restés silencieux par rapport à la torture et par rapport à la discrimination. Parce qu'à un moment donné, on était tous sous la dictature. Mais le fait est qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas reconnaître la légitimité de ceux qui, après la chute du régime, apparaît comme le plus grand défi. Ce que je vous disais, c'est la polarisation. Et la polarisation, c'est ce qu'on... Souvent on disait,
Ah, mais ça, c'est à Paris qu'on l'entend, c'est à Washington, c'est en Occident. On entend à Washington, on entend à Londres, on entend en Occident. Et bien maintenant, le monde arabe, c'est les islamistes contre les laïcs. En fait, c'est vrai qu'on entend beaucoup ce laïc là-bas, mais c'est pas simplement là-bas qu'on l'entend. Malheureusement, à la suite de ces processus et de ces soulèvements-là, ce qu'on est en train de voir, ce sont des polarisations qui sont stériles, qui nous font éviter les vraies questions. Alors, je l'ai même vu hier, et à un moment donné, on n'est plus dans le débat politique. Le débat politique, le débat démocratique, c'est, on a pu être émotif pour faire tomber un régime. Maintenant, il faut être conscient et rationnel pour construire un nouveau régime. On ne peut pas continuer à être dans l'émotif qui n'écoute plus. Là, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui s'exprime avec lequel vous n'êtes pas d'accord, on s'interdit l'émotif, parce qu'il faut écouter ce que dit l'autre. Hier, on était dans un débat, à un moment donné, on a l'impression, on dit une chose, on n'est même pas entendu. Pourquoi? Parce que ce sont des vieux schémas. On pense savoir ce que dit l'autre parce qu'on pense ce qu'il est avant même qu'il puisse dire ce qu'il pense. Vous m'avez suivi? C'est de la projection et on est dans l'ordre de l'émotif qui rend sourd. Aujourd'hui, en Tunisie, vous êtes devant un grand danger, c'est-à-dire la polarisation superficielle et le manque d'écoute et de dialogue. Alors je comprends, on me l'a dit depuis 2 jours que je suis ici, je discute avec des Tunisiennes et des Tunisiens, je suis très à l'écoute, je veux comprendre, je veux apprendre. Et on me fait comprendre des choses qui sont tellement vraies. Pendant tellement longtemps, on n'a pas eu le droit à la parole. Alors maintenant, on va y aller. Maintenant, on va le dire. D'accord, mais c'est bien de parler, il faut aussi de temps en temps que tu taises et que tu écoutes. Ce que l'autre a à te dire, du camp qui n'est pas le tien. La conscience politique, non, la conscience politique, ça n'est pas de parler de ce que tu penses, mais de construire avec ce que pense l'autre et donc de prendre le temps d'avoir l'attitude critique, de l'écouter. Ça, c'est aujourd'hui votre grand moment. C'est-à-dire, il ne faut pas le minimiser, ça. Ça commence dans une salle comme celle-ci, ça commence dans la rue. Et si vous n'êtes pas capable de ça, on ne peut pas ensuite aller dans la rue où les gens sont en train de lutter pour survivre. On dit, hey, calme-toi, réfléchis. Quand vous, ici, vous réfléchissez même plus. Parce qu'on est dans la confrontation émotive. Aujourd'hui, cette polarisation, elle nous fait éviter les vraies questions. Et on en arrive, c'est ce que je fais dans le texte, je suis très critique des deux côtés. Quand je dis aujourd'hui aux islamistes, vous utilisez parfois la religion pour vous donner la garantie du fait religieux, la légitimité religieuse en disant aux autres, vous êtes des occidentalisés, vous venez de l'Occident, donc maintenant on s'est libéré de vous. Comme si votre légitimité religieuse était dans le rejet du positionnement de l'autre, pas dans la proposition intellectuelle que vous apportez, mais dans la légitimité de l'opposition. Et vous avez des laïcs qui font exactement la même chose. Ils regardent les religieux et disent « vous êtes des intégristes, vous êtes des arriérés, vous voulez nous ramener en arrière ». Et donc, en l'occurrence, le laïc qui va se positionner comme le rationaliste, moderniste, ouvert par rapport aux religieux qui ferait mieux de se réveiller. Donc on est aujourd'hui devant des attitudes qui sont des attitudes qui se légitiment par l'opposition, mais pas par la proposition politique fondamentale. Qu'est-ce que vous proposez dans les différents domaines du projet politique et social? C'est de ça dont il faut parler aujourd'hui. Alors, il faut à un moment donné briser un tout petit peu ces polarisations et les dépasser. Et ça, j'ai vu, moi j'ai rencontré, c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant. Vous savez, en Égypte, il y a une quinzaine d'années, on avait vu l'émergence d'un mouvement, c'était il y a 10 ans, le mouvement du Kefaya. Ça suffit. Et Kefaya, à ce mouvement-là, c'était des gens qui venaient de tous les horizons, c'était nouveau. Et ils étaient contre Moubarak. Aujourd'hui, ce qu'on voit en Égypte, c'est de nouveau la polarisation. Ici, juste avant les élections, on avait ce jeu de polarisation. Or, il se trouve que ceux qui ont gagné les élections dans votre pays, ceux qui ont gagné les élections, ceux qui sont venus en tête, ce sont des mouvements, qui soient des Nahda ou qui soient des Takatol ou qui soient dans le mouvement de Monsef Marzouki qui est président, des gens qui ont dit une chose, et ça prouve qu'il y a une conscience tunisienne qui peut réussir. C'est de se dire, on n'y arrivera pas seul contre les autres. Il faut aujourd'hui que des gens qui viennent de la tradition laïque, de la tradition islamiste ouverte, ou de la tradition ouverte sur le plan social, ou de la gauche, il faut entrer en communication. Il faut qu'on soit dans un débat. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord.
On ne sera pas d'accord, mais il faut placer le désaccord dans l'ordre du politique qui réfléchit et non pas de l'émotif qui rejette. Ça, c'est une expérience historique majeure. Après, un changement de régime aussi rapide, c'est l'une des expériences intellectuelles la plus difficile qu'il soit. Parce que ça demande de prendre du recul, ça demande d'être à l'écoute, ça demande de reviser les catégories qu'on avait. Il se peut que certains, par rapport aux islamistes, aient construit des catégories qu'il faut qu'ils révisent. Il y a des démocrates parmi les islamistes, comme il y a des gens qui peuvent être littéralistes et qui n'entrent pas dans le jeu. Et vous en avez quelque chose avec l'émergence soudaine du mouvement salafi dans votre pays. Il y a des gens du mouvement salafi, après tout ce que vous avez fait, qui vous disent la démocratie, ça n'est pas islam. Les êtres libres, ils n'ont pas peur des langues. Non, mais c'est... C'est-à-dire que parmi les signes de Dieu, il y a le fait de la divergence et de la diversité des langues et des couleurs. On n'a pas peur des langues, on ajoute. C'est plutôt les colons qui sont venus souvent en vous disant on vous impose le français, vous y perdrez votre langue. La vraie résistance, c'est de prendre leur langue et d'y ajouter la nôtre. Ça n'est pas de la nôtre sans la vôtre, on ajoute. Il faut être des êtres à la conscience internationale, tunisiens dans les racines et ouverts sur le monde dans l'appropriation des langues. Mais ce qui m'intéressait, c'est le message, quel est-il? Le message, il est d'abord, nous sommes des êtres dignes. Et on attend du pouvoir qu'il nous traite avec dignité. La deuxième des choses, c'est que nous voulons la liberté. Et on attend du pouvoir qu'il protège nos libertés. Ça, c'était les messages importants. Et puis, la justice. Nous sommes des êtres dans l'état de droit et nous devons être traités avec justice. Et puis, le dernier élément, qui est celui qui va parachever et qui va finalement condenser tout ceci, c'est d'être traités comme des sujets historiques. Des sujets qui puissent dire « je », qui puissent avoir une indépendance, qui puissent être des individus, des femmes comme des hommes. Et ça, c'était le message de tous ces mouvements, ces soulèvements, c'était ça. Dignité, liberté, justice est sujet de notre histoire maintenant. Ça veut dire déterminer le cadre de cette liberté. Et c'est là où il faut commencer les vrais enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire un être libre et qu'est-ce que ça veut dire devenir un sujet ? D'abord, il y a une première des choses qui est importante, avant même d'en venir aux questions politiques et sociales, en amont, il y a une vraie question, qui est une question qu'on peut poser philosophiquement ou religieusement. C'est-à-dire poser la question de la liberté. Et c'est pour ça, moi, ce qui m'intéresse le plus dans le référent religieux, c'est pas qu'on vienne simplement me dire le référent religieux, c'est halal, haram. Avant qu'il y ait du halal. Le halal et le haram, c'est les limites du chemin. Parce que pour moi, le sharia, ce n'est pas un ordre de loi, c'est une voie de la fidélité. Et que ces règles que l'on a pour devenir musulmane et qu'on est quand on est musulmane et musulman, ils ne sont là que quand on a compris là où on va, le sens de cette liberté spirituelle, le sens de cette dignité spirituelle. Et moi, quand j'ai envie aujourd'hui de voir un peuple tunisien qui se relève, que tu sois athée, que tu sois agnostique, que tu sois juif, que tu sois chrétien ou que tu sois musulman, au but du compte, la vraie question d'un destin pour un peuple, c'est de questionner les dimensions de sa liberté. Et l'une des vraies questions, c'est effectivement ceci. Je viens d'écrire et je viens de publier sur mon site quelque chose qui pour moi est tellement visible, c'est que les sociétés majoritairement musulmanes manquent cruellement de spiritualité. Et de spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est le sens, c'est-à-dire de revenir au sens des choses. Et on peut revenir avec sa conscience, mais quand on est musulman et musulmane et qu'on dit par rapport aux colons, on ne veut pas être aliéné, on ne veut pas penser par votre autorité, on ne veut pas à Tunis penser comme si on vivait à Paris, même si parfois à Tunis on a la liberté de penser comme à Paris. Penser comme à Paris, ça ne veut pas dire penser à travers Paris. Penser comme Paris, c'est qu'on a pensé de nous-mêmes quelque chose qui est universel ici et là-bas. Penser par vous, c'est penser à travers vous, aliéné à notre histoire et ne pensant qu'à travers la vôtre. De venir coloniser les esprits, c'est-à-dire être de corps, être de passeport tunisien, mais être d'intelligence complètement colonisée française. De ceci, il faut se libérer. Et moi, ce qui m'intéresse quand je parle du référent religieux, c'est ceci. C'est d'abord de revenir à cette dimension-là, de poser la vraie question de la liberté.
Et moi, c'est comme ça d'ailleurs que je comprends l'islam. Quand je dis par exemple que la société tunisienne est une société majoritairement musulmane, ce que je dis c'est que chacun fasse son choix. Mais que ceux qui fassent le choix du référent musulman ne viennent pas avec des catégories de la limite et de la peur, mais avec ceux de la véritable liberté, de la véritable dimension spirituelle, de la véritable dimension qui est cette dimension de la relation divine, cette dimension de la vraie compréhension du tawhid. Le tawhid, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire la ilaha illallah et je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. C'est-à-dire que je vais me lever au nom... Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est une dimension d'une spiritualité qui est très très profonde. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de poser dans notre vie les objectifs de cette vie. Les objectifs de la dignité, les objectifs, parce que la spiritualité, vous ne pouvez pas la nourrir si vous ne nourrissez pas l'éducation, si vous ne nourrissez pas la lutte contre la pauvreté, toutes ces dimensions-là de cette spiritualité-là, et qui sont les défis de la vie, et qui sont véritablement alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mais ça, c'est des dimensions qui sont tellement importantes. C'est-à-dire que la vie et la mort et la vie, ce sont des tests. Et au bout du compte, lequel d'entre vous va le mieux agir? Où est-ce que vous cherchez votre liberté? Vous cherchez votre liberté sur Facebook? Vous cherchez votre liberté sur les nouveaux réseaux? Ça, c'est une liberté d'action limitée. Parce que si encore vous pensez que sur Facebook, vous n'êtes pas surveillé, ahlan wa sahlan. Ça, c'est des libertés de moyens. Moi, ce dont je suis en train de parler pour un peuple qui se lève, c'est une liberté d'être. Une liberté d'être. Ça veut dire devenir un sujet. C'est-à-dire que ce qui est dans mon cœur, cette dimension-là, qu'au bout du compte, à tous les salafis qui viendraient ne me parler que des formes de ma foi, je leur dirais, attends, rappelle-toi bien une chose, que moi, ce que j'entends d'abord, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. C'est que la connaissance de Dieu, pour moi, elle est entre moi et mon cœur. Et c'est ça qui va me donner ma liberté. Ce qui va me donner ma liberté, c'est pas que tu viennes avec des carcans qui me jugent sur la forme. Et je te rappelle une chose, que le prophète a reçu de Dieu, alayka al-balagh wa alayna al-hisab. Toi, t'es pas mon juge. Cette dimension de la spiritualité est vraiment quelque chose qui doit être ce qui doit nous sortir. Moi, c'est ça d'abord qui m'intéresse. C'est qu'un peuple qui revient à son référent, il revient à ces dimensions du sens, pas simplement à la frilosité des formes, à la frilosité des carcans. Et que c'est comme ça qu'on devient libre. Parce que ça aussi, ça donne de la force. Afdalul jihad, kalimatu haqqin, le meilleur des djihad, la meilleure des résistances, c'est pas d'aller tuer, c'est pas d'aller frapper celui avec lequel, non, c'est lève-toi avec courage devant le dictateur et dis une parole de justice. Mais pour pouvoir faire ça, il faut en avoir dans le cœur. Il faut être prêt. Il faut être prêt à se lever. Le courage est un des produits d'une spiritualité qui se comprend. Donc moi, quand je parle du référent et que je dis c'est un référent, c'est de ça dont je parle. C'est d'essayer de venir à cette éducation-là. Et dans un livre où je suis assez critique de ce formalisme que nous avons aujourd'hui, eh bien, je mets en évidence la réforme radicale en disant il faut penser aux objectifs, arrêter d'être obsédé par les limites. Quels sont les objectifs? La dignité, la justice, la liberté, le respect de la nature. Tout ça, ce sont les objectifs de notre charia. C'est ça le plus important. Le respect de l'intelligence avec l'éducation, le respect de l'équilibre psychique. Mais l'un des grands problèmes de la société tunisienne, comme de toutes les sociétés majoritairement arabes, c'est que nous sommes à la limite de la schizophrénie. De la schizophrénie spirituelle. On est en train, mais j'en vois quand je rencontre des jeunes en Tunisie, ou quand je rencontre des jeunes qui viennent, au Maroc, ils sont là par rapport à l'Occident, et c'est n'importe quoi, et la France ci, et la France ça, et ils sont complètement colonisés par ce qu'ils rejettent. Ils vivent dans un travail d'attraction et de rejet. Et ils ne savent pas trouver leur voie. La liberté, c'est de savoir ce qu'on veut. Et c'est de décider pour soi. Et pour ça, il y a un vrai travail. D'abord, connaître les objectifs de ce que ce seront, et là on va se rendre compte que ces objectifs qui peuvent provenir du référent islamique, on va les retrouver dans des référents
philosophiques, on va les retrouver dans d'autres traditions, tout ce dont je vous parle ici. Et c'est ça, aujourd'hui, le mouvement de libération intellectuelle qui est important. La vraie révolution, elle ne commence pas simplement en faisant tomber Ben Ali, elle est à révolutionner son esprit, révolutionner son intelligence, révolutionner l'ordre des priorités et se dire qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui et quels sont les objectifs et ne pas tomber dans 3 travers. Le premier, c'est celui que l'on voit et qui, pour certains, est de confondre la laïcité avec le fait de l'absence de religion. Et vous en avez même en Tunisie, dès qu'ils entendent parler de religion, ils ont un frisson de « ça ne me va pas ». À eux, il faut dire « tu t'es trompé, il faut que tu revoies ta définition ». Le fait de l'espace public ouvert n'est pas anti-religieux et ne doit jamais l'être. Il faut laisser aux gens croire ce qu'ils croient. Et donc là, c'est un premier élément, il faut, de ce point de vue-là, laisser cette place ouverte à l'expression religieuse. L'autre attitude, c'est celle que l'on a dans nos institutions religieuses. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent combien ils ne sont pas contents de la parole religieuse officielle dans nos pays d'origine et dans votre pays, en Tunisie, en Égypte, au Maroc. Pourquoi? Parce qu'elle est obsédée par la forme. Elle est obsédée par le rituel qui ne porte pas de sens. Il y en a beaucoup à qui on apprend comment il faut faire la prière, mais à qui on n'apprend pas ce que c'est que la prière. La dimension de liberté dans la prière. Non, comment tu l'as fait, les règles, comment tu jeûnes. Et on est obsédé, comment tu dois t'habiller. Il y en a certains... Vous savez, on dit, le proverbe dit, l'habit ne fait pas le moine, mais chez les musulmans, il le fait. Ah, il y en a sur le caractère du jugement sur les apparences, ça ne va pas. Mais tu n'as pas à me juger sur mes apparences. Il se peut, qu'est-ce qu'il est dit? Inna akramakum indallahi atqakum. Bien sûr qu'on sait quelles sont les règles de la tenue vestimentaire pour les hommes, pour les femmes. On le sait ça, mais ce n'est pas à toi de juger mon parcours spirituel. Ce n'est pas à toi de venir, et les institutions, malheureusement, délaissent la substance, l'essence, la vigueur spirituelle pour s'attacher aux détails de la... Alors on se dit, mais non, ça ne me va pas ce discours-là. Et là, nous tombons dans quelque chose qui a fait fuir beaucoup de chrétiens de leur religion. Ils ont fui leur religion parce que c'était ça, ils n'entendaient que tu ne peux pas faire ça, tu peux faire ça. On ne leur disait pas en quoi la religion libère, on leur disait en quoi la religion attache. Et donc de ce point de vue-là, il faut... Et alors, d'un autre côté, vous avez un discours maintenant qui, à l'opposé de ça, va vous dire, nous, on a la solution. La solution, c'est le soufisme. Alors moi, écoutez-moi bien, je le dis dans le texte, je suis un ardent défenseur de la tradition mystique, quand elle respecte un certain nombre de conditions. La tradition mystique, pour moi, c'est très important. Parce qu'en fait, ce n'est pas une des formes de l'islam, pour moi, c'est le cœur, c'est la lumière. C'est celle qui met le sens partout. Mais attention, il y a des conditions, et je vais vous en donner 4. Quand vous voulez identifier un mouvement mystique, soufi, un cercle, il faut faire attention à des petits détails. La première des choses, c'est que vous avez des mouvements mystiques, ils viennent vers vous, ils disent, nous, on est dans la prière perpétuelle. 24 heures sur 24, on est connectés. Donc, il y en a qui sont comme ça. Et ils ne prient plus, et ils jeûnent plus. Attends. La tradition mystique n'a jamais été de soustraire la pratique, ils en rajoutent. Le vrai mystique, ce n'est pas celui qui ne prie pas 5 fois par jour, c'est celui qui ajoute la prière de la nuit. Il dort moins. Il est dans un rapport de... Il respecte les règles et il rajoute. Donc de ce point de vue-là, celui qui vous donne une espèce d'islam bon marché, en vous disant « je suis en connexion perpétuelle », faites attention. La deuxième des choses qui est importante, c'est que... Et une des conditions aussi qui est importante, c'est que c'est une attitude qu'on a chez les soufis de ne pas... Attention, le vrai soufi, d'abord, il n'est pas tout le temps en train de s'afficher. Parce que moi, j'ai des gens qui viennent vers moi et me disent « Salam alaikum, qu'est-ce que tu penses du soufisme ?» Je dis « J'aime bien, c'est bien. » Elle dit « Parce que moi, je suis soufi. » Je dis « Tu sais, l'une des marques du soufi, c'est jamais de dire qu'il est soufi comme ça si ça s'affiche, je suis soufi. Parce que c'est la lutte contre l'ego. Là, tu es en train de me mettre ton ego en plein dans la figure. Le soufi, c'est pas celui qui vient te donner « Moi, tu sais, moi, je suis connecté. » Oui, ça ne va pas. Il y a une espèce d'humilité dans l'attitude. Mais ça, c'est très important. Il y a une humilité dans l'attitude. On est dans la pratique et on est dans une humilité dans le regard. La troisième des choses, c'est l'attitude par rapport au shir. Le shir, le murshid, celui qui est le guide. Attention, celui qui est le shir d'une tariqa, il vous rapproche de Dieu, pas de lui.
Parce qu'il y en a qui sont dans la tariqa en complète adoration. Il dit bleu, c'était bleu. T'as vu blanc? Non mais le chef, il a dit bleu. Il prie pour moi, le chef. Il jeûne pour moi. Ça n'est pas du tout quelque chose de juste. Nous sommes ici dans la distorsion, la transformation, l'espèce de... Et puis j'aimerais vous dire une chose, beaucoup des colons ont su distinguer entre les bons soufis et les moins bons. Les bons soufis qui étaient dans l'attitude, ils ne pouvaient pas les toucher. Ceux-là, ils étaient dans la résistance. Mais les soufis qui sont prêts à composer, alors ceux-là, ils jouaient avec. Ils jouaient avec. Et la troisième des dimensions, faites attention à toute tradition soufie autour de laquelle tourne de l'argent. Parce qu'il y en a qui sont en adoration devant le cheikh, et le cheikh, il aime bien leur argent. Et cette attitude-là, mais on en voit partout. En Tunisie, ici, il y en a plein. Il y a plein de turuq soufia. Et moi, je vous dis, on ne peut pas tous les mettre dans le même paquet. Il y en a de très belles, de très dignes. Et il y en a qui sont de totale manipulation. Et ce que je vois chez un certain nombre, vous ne vous rendez pas compte, je vois des femmes et des hommes extrêmement éduqués, à la pointe de leur domaine, comme médecins, comme informaticiens, comme professeurs, comme travailleurs. Ils sont à la pointe, et quand ils rentrent dans le cercle, on dirait des enfants. Ils perdent toute attitude critique. Le cheikh a dit, tiens mon argent, il m'approche de Dieu, je ne prie pas. Et on est dans l'infantilisation. Le soufisme de l'infantilisation, c'est la perte de l'identité d'une nation. Et donc, entre ceci et cela, il faut trouver une autre voie. Et cette autre voie, c'est une attitude responsable de connaître. Alors, raison pour laquelle toute cette dimension de la spiritualité dont je vous parle, elle doit, dans la référence religieuse, se considérer les objectifs, mais surtout travailler sur l'éducation. L'éducation. Et dans le livre « L'autre en nous », je mets en évidence, nous avons, de ce point de vue-là, des domaines d'éducation qui sont importants. Un des grands moments de votre libération intellectuelle, c'est de vous réconcilier avec votre histoire. Le grand problème des Tunisiens, c'est que vous ne connaissez même pas votre histoire. Ou quand vous la connaissez par des textes ou par des livres qui sont publiés en France. La véritable attitude de la libération, c'est de se réconcilier avec son histoire. Les jeunes qui sont ici, je suis désolé, ça ne suffira pas de se libérer en communiquant avec Facebook, Twitter, si vous ne faites pas un véritable effort intellectuel. Ce n'est pas un effort Internet, mais la réconciliation, l'étude approfondie de son histoire nationale, de son histoire régionale, de la relation de l'Afrique avec elle-même, de la Tunisie avec l'Afrique, et pas simplement avec l'ancien colon. Pas simplement de la libération ou de l'indépendance, mais avant, toutes les cultures, toute cette richesse-là. Parce que, vous savez la différence avec... Moi je viens d'Égypte. Quand j'étais en Europe et que je disais que je venais d'Égypte, tout le monde se taisait. Parce qu'on va quand même pas... Attends, descendant des pharaons, et je devais composer avec les descendants des Wallstätten, c'est quand même différent. Les Suisses sont descendants des Wallstätten. Donc, en l'occurrence, il y avait un grand respect, mais uniquement parce qu'on voyait les pharaons et tout ça. Mais toute l'histoire de l'Égypte, la tradition, tout ça s'est passé à... Vous voulez vous libérer, ça, c'est un des grands projets, c'est un projet aussi de la réconciliation avec son histoire et sa mémoire. Et ça, c'est un travail d'éducation. C'est aussi de se réconcilier avec les vraies questions philosophiques. Puis une autre chose, c'est la réconciliation avec l'art, avec l'imaginaire. On est aujourd'hui obligé, tous ceux qui disent que parce qu'on est musulman, on ne devrait pas enseigner l'art, doivent revoir leur compréhension de l'islam. L'islam est l'art et la beauté et l'expression et l'imaginaire, mais c'est fondamental. C'est même déjà dans l'appel à la prière. Il y a dans l'appel à la prière la beauté qui te dit, plus tu es proche de la beauté, plus tu es proche du divin. Viens à la beauté, c'est la dire, c'est la traduire. Raison pour la langue arabe est une langue de la poésie. Le Coran, c'est un texte qui transcende la dimension poétique. Il y a des gens qui ne comprennent même pas l'arabe. Et dans la sonorité, ils se sont approchés du divin. Pour nous, aujourd'hui, de nier tout ça, d'en venir à se libérer politiquement et d'être simplement en train de se disputer sur « toi, t'es islamiste, toi, t'es laïque », on a tout ça à faire. On a tout ça en commun, on vient de la même origine, on vient de la même histoire, on vient des mêmes mémoires. Et toi, tu viens me dire, t'es musulman, t'es pas musulman, est-ce que tu portes ceci, la longueur de ta barbe? Ou alors, toi, tu portes une barbe, moi, je suis un élu, moi, je suis un illuminé. Tu sais, moi, je cite Voltaire dans le texte.
Ah, bravo! Tu cites Voltaire dans le texte. Dis-moi un des savants, un des penseurs tunisiens que tu sais dans le texte, qui est toi, qui est ton origine et ta source. Ça, ce sont des vraies questions qui sont l'enjeu en amont. Et je cite simplement, et je vais à ma conclusion, les autres dimensions ici qui me paraissent importantes, liées à ceci, les questions éducatives. Moi, ce que j'ai envie de poser aux islamistes qui pourraient prendre le pouvoir, ou aux laïcs, ou à tous les mouvements politiques, à tous les Tunisiens, mais quel est votre projet éducatif pour demain? Qu'est-ce que vous allez enseigner? Alors, toutes ces questions sur l'histoire, mais aussi une autre chose importante. Il faut vraiment faire attention. Il faut que dans nos écoles aujourd'hui, nous concilions la référence culturelle et religieuse avec un véritable esprit critique. Ça suffit, à partir d'un certain moment, quand on arrive à l'âge de 17 ans, d'envoyer nos enfants à Paris ou à Londres pour qu'ils s'éduquent, parce que c'est là-bas qu'ils vont être développés. À un moment donné, un pays libre qui produit des sujets, c'est un pays qui a eu un système éducatif qui a intégré tout ça, qui ne va pas exporter. Vos enfants ne reviennent pas. Le seul pays aujourd'hui dans l'immigration, qui revoit ses enfants venir, le seul qui réussit maintenant à voir un peu plus revenir, c'est la Turquie. Et un peu le Maroc, mais loin derrière. Et la Tunisie ne reviennent plus. Et pourquoi ils vont revenir? Quel système éducatif et quel mode, quel emploi va les retenir? Moi, c'est ceci dont j'ai envie de parler. Plutôt que de passer mon temps à me disputer sur tel laïc ou tel islamiste, on casse ceci, on se dit voilà, le système éducatif, l'enseignement. Qu'est-ce que ça va être que nos écoles? Est-ce qu'on va réussir à poser ces vraies questions de l'esprit critique? L'autre chose, et je vous le dis en même temps, moi je rêve d'une école en Tunisie où on enseigne autant les religions, la philosophie, l'art que l'esprit critique, poser des questions. Subhanallah, on a nos premiers savants, la façon dont ils étaient éduqués, mais regardez, vous avez un compagnon du prophète salam qui va vers lui, qui lui dit « ton opinion là, c'est une opinion révélée ou c'est ton opinion à toi ?» Il dit « non, c'est une opinion à moi » et il la conteste. Et là maintenant, on a des Tunisiennes et des Tunisiens en 2012, infantilisés sur le plan religieux, pas critiques sur le plan intellectuel et pas suffisamment. On est dans le rejet émotif, on n'est pas dans la conscience critique. L'autre élément qui est important, c'est qu'il va falloir le regarder tel qu'il est. L'un des grands, alors je vais juste les citer, je suis désolé, j'ai plus le temps maintenant, et on ouvrira la discussion, mais un des grands projets, c'est quelle est la politique qui va être mise en place ensemble pour la lutte contre la pauvreté. Il y a des poches de pauvreté, il y a une paupérisation de la Tunisie, on ne se sortira pas. Il n'est pas possible d'avoir une société qui se démocratise si on accepte que des pauvres soient traités comme des êtres indignes. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et quelle est la politique qui va se faire contre la pauvreté? C'est-à-dire contre l'habitat, le fait de sécuriser tout ceci, la lutte contre la pauvreté, c'est un grand défi. Alors encore une fois, ça, c'est des vraies questions qui se posent. Moi, c'est ça dont j'ai envie de parler à tous ceux qui aujourd'hui disent « nous, on veut le pouvoir ». Mais le pouvoir, ce n'est pas d'avoir le pouvoir sur nous, c'est d'être au service de la communauté des citoyens tunisiens et au premier rang desquels il va falloir lutter contre cette pauvreté. La justice sociale, vous êtes à un moment clé, il y a des gens qui ont payé dans la torture. Il y a une chose qu'il faut arrêter de faire, de tous les bords. Il faut arrêter le sentiment victimaire. On était sous la torture, on a été, donc tout nous est dû. Non, non, tout ne vous est pas dû. C'est vrai que certains doivent payer parce qu'ils ont torturé, tué, volé. Donc justice doit être faite. Et il faut faire justice avec raison, pas la chasse aux sorcières. Donc justice doit être faite. Il faut penser les plaies du passé. Mais en même temps, dans ce travail sur la justice, il faut en même temps aller de l'avant et essayer aujourd'hui de regarder votre système. Il y a énormément d'éléments dans le système de la justice actuelle qui sont encore du passé, on est encore dans l'ancien système, il faut réformer tout ça. Il y a des gens aujourd'hui, les juges, le système lui-même, il y a beaucoup de corruption. Il faut lutter contre cette corruption à l'intérieur du pouvoir comme à l'intérieur du système judiciaire en tant que tel. Et viennent des questions de fond que je cite et qui pour moi sont déterminantes. C'est là que, du point de vue, vous savez, quand je parle des objectifs de l'islam,
Et quand je parle des objectifs de notre rationalité, quand il s'agit de parler de véritable transparence démocratique, quand il s'agit de véritablement parler de la référence même à la charia comme un objectif qui veut la dignité, qui veut la liberté, qui veut la libération des peuples, eh bien il y a des vraies questions. Et une des questions majeures, c'est celle dont je vous parlais au début de l'exposé, c'est l'économie. L'économie est centrale. Aujourd'hui, je vois des gens qui, en Tunisie, sont prêts à réentrer dans un travail de soumission pratiquement économique au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, aux grandes institutions internationales. La vraie question aujourd'hui, c'est quel type de projet économique on va avoir pour le pays et quelles vont être nos relations avec les différents pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut déplacer le centre de gravité. Il faut cesser de se penser uniquement dans la ligne Paris et Washington. Mais il ne faut pas pour cela idéaliser Pékin. Le capitalisme asiatique, c'est souvent un capitalisme qui est un libéralisme économique, mais sans démocratie politique. Ce qui est en train de se passer en Chine, je ne souhaite à personne d'être un travailleur chinois selon les modalités avec lesquelles on traite les travailleurs chinois. Ce n'est pas ça le modèle. Mais par contre, une vraie politique maintenant de diversification des partenariats avec les États-Unis, il n'y a pas à se couper, mais il faut reconsidérer. Avec l'Europe, il y a à reconsidérer, mais avec l'Inde, avec la Turquie, avec l'Afrique du Sud, avec les pays sud-américains, tout ça, c'est jouer sur la multipolarité du monde actuel. Est-ce qu'on va discuter de ça? Est-ce que vous voyez cette discussion apparaître? Est-ce qu'on rentre dans le vrai débat de qu'est-ce qui va permettre la liberté et l'autonomie économique de la Tunisie, qui est un tout petit pays? Quelle va être votre relation avec la Libye, avec le Maroc, avec l'Égypte? Ça va être quoi? Parce qu'il y a un grand problème dans les soulèvements, c'est que ce sont souvent des soulèvements nationalistes. C'est la Tunisie et les Tunisiens pour la Tunisie, les Égyptiens pour l'Égypte. La conscience régionale, elle manque. Or, il n'y a pas de possibilité régionalement de devenir libre si on n'a pas une conscience des enjeux des autres pays. Et un autre aussi qui est tout à fait important, c'est le conflit israélo-palestinien qui est central. Si vous pensez que quelque chose peut se passer, ce qui est les tergiversations avec la Syrie, la relation avec l'Iran, la pression qui est mise, si vous ne comprenez pas que ça c'est lié aussi aux enjeux qui sont liés au conflit israélo-palestinien et à tout l'équilibre régional, et avec les relations avec les pétromonarchies, vous n'avez pas compris que là, il faut, de ce point de vue-là, se positionner avec une vision plus régionale. Et ça veut dire quoi pour vous, en tant que citoyennes et citoyens? C'est-à-dire qu'il faut travailler à ça, il faut travailler à toutes ces opportunités économiques qui vous sont données et à ces potentialités de faire du bon travail à l'intérieur du pays sur la gestion économique et la multiplication. Donc, pour moi, aujourd'hui, ces questions-là, ce que je pourrais attendre, et c'est ce dont je parlais aussi avec vos autorités politiques, c'est de dire quelles sont les réponses que vous abordez à ça. Parce que les défaillances qu'il peut y avoir dans la coalition actuelle pourraient être sur les stratégies économiques à venir. Ça pourrait être ça, un des grands défis des options à venir. Donc, à la suite de tous ces mouvements, de là où vous êtes, c'est de demander, et je terminerai par ces 3 points, qui sont adressés à vous, citoyennes et citoyens, tunisiennes et tunisiens, qui aujourd'hui vous portez et vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. D'abord, c'est ne soyez pas bêtement optimistes. Soyez prudemment optimistes et en même temps fondamentalement engagés. Et ça veut dire quoi, être fondamentalement engagé? C'est d'éviter 2 choses. Ce que je disais tout à l'heure, éviter les attitudes émotionnelles, ce que j'ai vu dans cette salle, ces réactions, mais tenez-vous. Tenez-vous. Prenez le temps d'écouter et tenez-vous. Ça, c'est une attitude. L'autre chose, c'est l'autre attitude que je vois aussi chez beaucoup d'Arabes, c'est dans ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est l'attitude complotiste et conspirationniste. Qui viennent vers moi et qui disent ouais. Ah oui, ils nous ont bien eu. Non, si t'es tout le temps... Mais vous savez, ça c'est la culture Internet. La culture Internet, elle est très comme ça. Vous avez remarqué sur Internet, les Illuminati, tout ça, mais je reçois des emails, mais incroyable le nombre de gens qui disent oui, les Illuminati, ils tiennent tout, on ne peut rien faire. Mais évidemment que si tu penses comme ça, ceux qui sont tes ennemis, ils ont gagné avant que tu commences à te battre.
Parce qu'ils ont tellement enlevé de toi la possibilité que tu changes quoi que ce soit, que finalement tu rentres dans une espèce de complot, et puis tu te crois super intelligent. Tu dis, ah, je l'ai vu celle-là. Moi, je me souviens de mon cheikh en Égypte, celui avec lequel j'avais fait le usul al-fiqh, et qui venait vers moi, qui m'a dit une fois une chose. Ben, maintenant, c'est le moufti d'Égypte, c'est le cheikh Ali Gomaa. Il avait pris un papier, puis il avait fait un cercle dessus. Et puis il me dit, tu sais, le problème avec les Arabes, ce que c'est que il prend le papier, puis il fait un cercle, et il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois là? Et l'autre, il le regarde et dit, il dit, non, excuse-moi, c'est juste un cercle. C'est un cercle. Vous me suivez là? Il y en a qui me comprennent très bien, ils se disent, ah ben c'est vrai, ouais, qu'est-ce qu'il voulait dire? Le problème, c'est ça, c'est cette attitude qui est la sérénité. L'attitude critique, pas d'émotivité et pas prendre les faits et essayer de les étudier et partir de nos responsabilités. Ça me paraît être la dimension. L'autre chose, c'est d'être engagé là où vous pouvez. Et moi, je vous le dis, prendre en charge votre propre éducation. Si vous êtes religieux, si vous êtes pratiquant, mais prendre en charge votre éducation. C'est-à-dire, à un moment donné, entrer dans le djihad de l'éducation. C'est-à-dire que mon esprit, il a des droits. La lecture, arrêtez, encore une fois, je le dis tout le temps, 99% des gens qui me connaissent dans cette salle me connaissent par la télévision ou YouTube. Les livres, je ne connais pas, trop difficile. À partir d'un certain moment, mais c'est même pas par rapport à moi, c'est une culture passive. C'est ce qui vient à moi par l'écran. La liberté, ça commence par prendre des livres, par s'intéresser, lire des articles, diversifier son champ. C'est pas uniquement le Coran. Le Coran, c'est une lumière sur le monde, mais il faut lire le monde. Le Coran, c'est une lumière sur le monde. Qu'est-ce que vous lisez du monde? Parce que le monde, c'est une révélation aussi. Il faut lire ça. Il faut lire ce qui se passe dans les sociétés. Il faut lire, il faut s'intéresser à ça. Donc se libérer de cette passivité, se prendre en charge, devenir des sujets. Ça, c'est une dimension de l'éducation, puis ensuite, il faut s'engager, arrêter de regarder l'État dans ce qu'il ne fait pas, puis de vous poser la question de savoir ce que vous faites en tant que citoyen, ce que vous faites en tant que Tunisien, à quoi vous êtes utile au bout du compte. C'est bien de dire, ben nous on a fait la révolution, et maintenant, tu fais quoi? Ben on l'a fait, merci. Qu'est-ce que tu vas faire? À quoi tu sers? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu vas faire pour ce pays, au lieu de penser à partir en France? Qu'est-ce que tu fais là, en Tunisie? Qu'est-ce que tu fais comme liberté de ton être, ça c'est ta spiritualité, liberté de ta conscience et de ton engagement citoyen. Ça, ce sont des vraies questions et le gouvernement, comme toute instance politique locale, c'est de ça dont elle a besoin. Elle a besoin de cette énergie-là et puis de passer à l'ordre de la contribution. Tu es dans ce que tu donnes. Tu es dans ce que tu donnes. Et ça, c'est le plus grand message que je connais de toutes les spiritualités, de toutes les philosophies. Ne me dis pas uniquement ce que tu es. Dis-moi ce que tu sers et qui tu sers. Est-ce que tu sers le Très-Haut en servant les hommes? Alors tu es utile. Est-ce que tu te sers du Très-Haut et tu te sers des hommes? Alors tu n'es utile qu'à toi-même. Vous m'avez suivi? Salam alaikum wa rahmatullah.